Bonjour à tous, je suis Grégory du JDC, bienvenue dans un nouvel épisode de podcast. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Bilal El Alami. Salut Bilal. Hello, Greg. Alors Bilal, d'habitude quand j'ai un invité, je dis nom de l'invité, porteur de tel projet. Et toi, il y a tellement de projets qu'on va plutôt la jouer différemment. Alors pour ceux qui ne te connaîtraient pas, on va commencer par le début. Est-ce que tu pourrais te présenter un petit peu qui es-tu? Ouais, avec grand plaisir. Merci encore pour l'invitation. Très fier de partager ce moment. Déjà, j'ai 32 ans. Ok. J'ai un parcours scientifique à la base. J'ai fait de la physique, des mathématiques appliquées. J'étais assez geek, mais j'ai toujours eu une passion entrepreneuriale. Et j'ai fait un double diplôme dans une école de commerce pour compléter, on va dire, ma palette de compétences. Ouais. Et puis après, je suis un peu rentré dans le moule, la vérité, même si avant, j'étais contre les grandes écoles et les boîtes de conseil et tout. Je suis rentré dans le moule, j'ai beaucoup appris, j'ai rencontré des gens super intéressants. Ouais. Mais comme j'étais toujours passionné d'entrepreneuriat et que j'ai toujours su que j'allais monter mon propre truc, seule question, c'était quoi? Ça a pris un peu plus de temps que prévu, mais j'ai eu la chance que pendant mon expérience en banque, j'ai travaillé avec des fonds de private equity et je me suis rendu compte à quel point il y avait un manque de digitalisation dans la gestion d'un fonds d'investissement. Ouais. Et c'est un peu ce qui a donné l'idée de ma première boîte EquiSafe, qui a fait la première tokenisation en Europe sur un bien immobilier. Et en fait, la tokenisation, c'était une des réponses dont avait besoin le fonds de private equity pour lequel je travaillais. En fait, ce que j'ai remarqué, c'est que les fonds d'investissement, ils achètent des parts. Mhm. Les parts, en fait, quand on demande où sont les parts d'une société cotée, il y a un avocat qui va te sortir un cahier Clairefontaine avec la liste des transactions qu'il y a eu sur le capital. Une cession de titre, une augmentation de capital, etc. Et en fait, comme tu achètes des shares et que ce papier n'est pas digitalisé, je me suis dit, en fait, le registre des actionnaires, ou le registre de mouvement de titres, comme on l'appelle en termes juridiques, c'est un peu le centre névralgique de toute la chaîne de valeur transactionnelle. Parce qu'à la fin, genre, c'est ce truc qui est modifié, Mhm. c'est ce truc qui juge de l'ownership de qui possède quoi. Ouais, ouais, c'est assez central, quoi. Mm. Et on stocke juste ça en papier alors qu'on est à l'ère Exactement, moderne. Ouais. exactement. Et donc du coup, je me suis dit, tiens, la blockchain est parfait pour ça. Parce qu'en fait, ce registre d'actionnaires, il faut qu'il soit unique, il faut qu'il soit immuable, il faut qu'il soit traçable. Et donc en fait, la blockchain répondait parfaitement à ce use case. Sauf que là, tu rentres un peu dans la naïveté entrepreneuriale de dire, en fait, c'est pas parce que j'ai digitalisé un truc que j'arrive à le vendre. Ouais. Et donc, en fait, on a dû travailler sur EquiSafe au-delà de cet aspect de tokenisation, de dire, OK, en fait, quelle proposition de valeur le logiciel rend et à qui. Et donc, bon, on voulait travailler avec des fonds d'investissement, et donc on s'est dit, OK, en fait, qui gère les véhicules d'investissement des fonds d'investissement? Tu vois, un fonds, c'est une société où il y a plein d'investissements qui sont poolés, et puis après, il y a quelqu'un qui gère cet argent-là pour l'investir dans d'autres boîtes à l'intérieur. Et donc, en fait, on s'est rendu compte que la private equity avait besoin pas juste de digitalisation du registre, mais de tous les services qui sont associés à ce registre. Par exemple, le registre, ça va permettre de donner les poids de vote lors d'une assemblée générale. Mhm. Du coup, on a rajouté la possibilité de faire des assemblées générales. Quand tu achètes des parts, le registre, il est digitalisé, Mhm. mais est-ce que ça suffit comme proposition de valeur de fournir un registre juste digitalisé? Ouais. Et en fait, on s'est rendu compte, c'est ça que j'appelais la naïveté entrepreneuriale, c'est que, en fait, c'est à peine la première étape. Mm. Donc, on a dû rajouter plein de services connexes au registre. Exemple, les droits de vote qui dépendent de combien de parts ont chacun des investisseurs. Exemple, quand tu achètes des parts, il y a un flux cash Ouais. contre le flux des parts. Donc, il faut pouvoir gérer des canaux de paiement et donc une connexion au système bancaire. Mhm. Quand tu gères un véhicule d'investissement, il y a des formalités administratives avec les greffes, etc., des enregistrements à faire. Ouais, ouais. Et donc, on a créé ce logiciel qui, je dis souvent, un logiciel de reporting financier pour des fonds d'investissement, mais c'est très simplifié, parce qu'en réalité, ça gère toute la partie administrative et reporting et compliance d'un fonds d'investissement. Mhm. Donc, ce logiciel, il permet en gros à des fonds d'investissement d'avoir moins d'équipes, et notamment moins d'équipes de back et de middle office qui sont là où on fait le reporting, l'administratif et la compliance. Et en plus, qui sont des éléments assez importants, vu que, comme c'est des véhicules qui sont régulés, il y a énormément de contraintes à respecter en termes de nombre d'investisseurs, de la manière dont le véhicule est géré, etc.
Et donc, le fait d'avoir digitalisé tout ça, là, ça apporte de la valeur au fonds d'investissement. Et c'est à partir de ce moment-là, donc ça, on a commencé en 2019, et c'est en début 2021 qu'on a trouvé ce qu'on appelle le product market fit. Ok. Comment je le définis, c'est quand tu sais quoi dire, à qui le dire, pour le closer en un call. Voilà. Si tu n'arrives pas à closer quelqu'un en un call, c'est que tu n'as pas trouvé de product market fit encore. Mhm. Et donc voilà, là, entre guillemets, sentiment d'accomplissement pour quelqu'un qui a une philosophie entrepreneuriale comme moi, c'est-à-dire, tu vois, être très envieux de hacker des problèmes, de fédérer des gens autour de projets, de hacker des business models, des offres commerciales. Ouais. Et du coup, je me suis dit, comment est-ce que, ou plutôt quelle plateforme je pourrais créer qui me convient à moi, au sens, j'aime ce 0 to 1, comme je dis, fédérer des équipes, hacker des business models. Et en fait, la plateforme pour faire ça, c'est un startup studio. Une sorte d'usine à manufacturer des boîtes. Et quand tu aimes monter des boîtes, ça semble être la bonne position. Et voilà, et puis après, on a eu un peu de chance. Le parcours entrepreneurial, c'est aussi un petit peu de chance. On a Dogami qui a super bien marché. Il y a un autre projet qui est devenu l'exchange décentralisé le plus utilisé sur Tezos. Et donc, du coup, on est un peu sorti du bois avec Pirates Lab après le début de succès de Dogami, où j'ai passé beaucoup de temps pour essayer de dire, en fait, OK, ce modèle de startup studio, ça a l'air de marcher. 2, c'est ce que l'écosystème a besoin, parce qu'il ne suffit pas juste d'avoir des incubateurs où les entrepreneurs puissent entreprendre. S'ils n'ont pas de conseils, s'ils n'ont pas le réseau d'investisseurs, s'ils n'ont pas la méthode. J'allais revenir là-dessus justement pour l'audience, pour ceux qui ne sauraient pas exactement ce que tu définis quand tu dis startup studio. Ouais. En fait, on comprend, en gros, c'est une boîte qui va aller soutenir des startups, j'imagine prendre des participations dedans en échange de ton expertise, de ton réseau, etc. Dans le détail, qu'est-ce que c'est par rapport à un incubateur, tu vois? C'est quoi Alors, la en fait, différence? pour moi, un incubateur, c'est un lieu physique qui accueille des entrepreneurs. Ouais. Donc, c'est très générique. Il y a plusieurs thématiques. Mais en général, son business model, c'est de sous-louer les locaux, tout simplement. Ok. Exemple, Station F, c'est un incubateur. Tu payes ton desk et tu peux être à Station F. Ouais. Un accélérateur, c'est différent. Ça nécessite que, une boîte est déjà créée, qu'elle ait déjà un historique, et qu'à un moment donné, elle cherche à se faire accélérer en vue, je sais pas, d'une nouvelle version de son produit qui va être lancée, en vue d'une levée de fonds dont ils veulent maximiser les chances. Ouais. Un startup studio, à la différence de l'accélérateur où la boîte est déjà créée, la boîte n'est pas créée dans un startup studio. On trouve un fondateur, évidemment, dont les envies fit avec nos envies. Ouais. C'est-à-dire, il faut qu'il ait envie de monter une boîte dans l'assurance et que nous aussi, pour qu'on monte une boîte dans l'assurance. Mais c'est ça la différence, c'est qu'on construit le projet autour d'un fondateur, là où un accélérateur, on vient pour les aider à s'accélérer sur une petite étape. Donc nous, on se considère vraiment comme des cofondateurs de chacune des boîtes. Je suis cofondateur de Dogami, je suis le cofondateur de Billy, je suis le cofondateur de Interstellar. Et si tu leur demandes, ils vont te dire la même chose parce que on a commencé ensemble, on a créé la boîte ensemble. Bien sûr. Même si c'est évidemment eux qui ont vocation à prendre la relève. Pirates Lab, c'est 15 personnes qui viennent compléter ces entrepreneurs pendant 6 à 18 mois pour vraiment atteindre cette première étape de j'ai un produit, j'ai un product market fit, j'arrive à générer un petit peu de revenus et donc du coup je peux aller faire valoir des choses positives à des investisseurs. Et là où l'accélérateur, on les accompagne plutôt 3-5 mois maximum. Tu vois, le studio, c'est 6 à 18 mois. J'ai passé 18 mois dans Dogami où j'étais le CTO as a service. Ouais. Parce que ça, c'est une autre chose. Tu vois, tout à l'heure, quand j'ai parlé d'incubateur, je disais le modèle économique, c'est de sous-louer des locaux. L'accélérateur, le modèle économique, c'est de prendre des participations. Nous, chez Pirates, on a quand on travaille avec une boîte, comme on est cofondateur, on récupère des parts. Deuxièmement, on met toujours un ticket entre 100 et 150 000 euros. Okay. Ce ticket permet de fédérer d'autres business angels avec nous. Puis avec notre argent, puis celui des business angels, d'aller voir la BPI et d'avoir des financements en plus. On accompagne évidemment les boîtes à maximiser toutes les aides, CIR, ce crédit impôt innovation, pour vraiment amortir leurs charges, leurs coûts, histoire de pouvoir créer le plus de valeur
rapidement. Ensuite, chez Pirates, on est 15. Je disais, on vient compléter les équipes fondatrices. Il y a des équipes en marketing qui sont leadées par Payao, peut-être que tu t'as entendu parler d'elles. Il y a des équipes fundraising qui sont leadées par Alexandre Caraco. Il y a des équipes tech et produits par Victor et Thomas. Il y a une équipe HR Legal Finance par Ouda et Paul. Et donc, on a les services qui permettent aux fondateurs de se focus sur le développement de leurs produits et le développement commercial. Tu vois, je vois souvent les entrepreneurs perdre énormément de temps à comprendre comment on fait des contrats de travail, Ouais. des enjeux liés au droit social, sur l'aspect juridique, la levée de fonds, le pacte d'actionnaires, etc. Sur les enjeux financiers, c'est super important, cash is king, d'avoir une vision clairvoyante de ta trésor, de comment tu gères ta trésor, de ta compta. Et donc, tu vois, on a une équipe qui vient mettre en place ces bonnes pratiques au sein des boîtes pour que, tu vois, elle le découvre pas pour la première fois. Ouais, non, Mais non, mais plutôt, elle bénéficie de notre expérience de on l'a fait 10 c'est fois et intéressant parce qu'on c'est a un peu carré. cette image des boîtes dans la crypto, bouger vite, casser des trucs. C'est vrai que sur certaines problématiques, tu mentionnes le droit social, c'est Mm. des trucs où quand tu fondes une boîte, il vaut mieux pas casser des Exactement. trucs. Bah, je dis souvent, il y a vraiment une différence entre monter un produit et monter une boîte. C'est assez simple de monter un produit. Monter une boîte, il faut que, bah, il y ait un business model qui se crante Ouais. et qui soit entre guillemets périn. Et donc c'est vraiment ce qu'on essaie de créer chez Pirates, de faire des projets qui ont du sens, de créer des business models qui sont périns, de créer un maximum de relations avec des entités historiques, des corporates, Ouais. pour rentrer à l'intérieur et diffuser, quoi. On va y revenir, mais juste une question en revenant un petit peu en arrière. Qu'est-ce qui t'a intéressé, on va dire, dans les cryptos? Comment t'es venu à ça? Parce que tu aurais pu en fait nourrir toute cette réflexion et lancer tout ça dans un environnement très tradfi et très classique. Oui, après, ben, tu sais, quand tu veux Comment on passe de entreprendre, la physique-chimie à crypto-monnaie et entrepreneuriat dans un secteur qui est vraiment consacré à ça? bon, donc à la base, mon parcours m'a destiné à être data scientist. Ok. C'est-à-dire que c'était ce que je faisais de la data science, de la manipulation de données, je créais des algos de machine learning pour des use cases dans le retail, pour suggérer, tu vois, quand tu achètes un objet A, suggérer l'objet B. J'ai travaillé aussi un petit peu dans la finance, où j'ai refait des algorithmes de machine learning pour le secteur financier. Mhm. Donc, quand j'étais consultant, j'ai pu travailler sur différents jeux de données. La chose, c'est qu'en 2018, il y a eu un peu un creux dans toute la partie AI, machine learning, data science, avant cette nouvelle vague aujourd'hui de Gen AI avec des nouveaux algos. Ouais. Mais en 2018, on avait un peu fait le tour de tous les algos. Il y avait même des outils no-code comme Dataiku qui te permettaient de faire de la data science sans coder. Ok. Donc les modèles étaient pré-packagés, toi tu drag and droppais ton jeu de données, ton modèle, ça l'entraînait, et puis après tu le testais. Et du coup je me suis dit, bah merde, moi j'ai fait de la physique, des mathématiques appliquées, je trouvais très humblement, tu vois, que j'étais en fait surdiplômé pour ce métier de data scientist. Mhm. Du coup je me suis dit, bah ok, revenons à ma passion, l'entrepreneuriat, où est-ce que je pourrais entreprendre? Après tu vois, c'est opportuniste au sens bah, où est-ce que tu vas maximiser tes chances de réussite? Bah, dans un sujet porteur où il n'y a pas trop de compétition et Mhm. où tes skills font sens. Ouais, bien sûr. Bah, la crypto, c'est quand même un peu de la cryptographie, il y a de la tech dedans, c'était nouveau et c'était quand même une technologie de rupture dont on pouvait croire qu'elle allait devenir tu vois, une technologie de rupture. Et du coup, voilà, de manière très instinctive, je me suis dit, bah, si je devais entreprendre, j'entreprendrais dans la blockchain. Et au même moment, j'avais ce problème que je te racontais avec le fonds de private equity, où je me suis dit, bah, ils achètent des parts, ok, c'est dans des registres, comment est-ce qu'on peut digitaliser ce registre, de quoi a besoin la techno qui va digitaliser ce registre, ça fitait bien avec la blockchain. Et c'est comme ça que je me suis retrouvé dans la blockchain. Mais si tu veux, si tu me demandais en 2018, est-ce que j'aurais monté Pirates aujourd'hui, jamais. C'est c'est des moments qui ont fait que on peut parler aussi de la blockchain business school parce que c'est un peu ce qui est arrivé après Pirates. On va justement y venir. Juste avant une dernière question, je rebondis sur ce que tu dis. Tu dirais qu'aujourd'hui, avec le recul, que en fin de compte, ça n'a pas été une technologie de rupture?
Ah, si, si, si. Bah, si, bien sûr. Si, bien sûr. Ok, bah oui, du coup tu me fais la transition parfaite pour venir sur la suite. Donc aujourd'hui on est aussi là pour parler de la donc, Blockchain Business School. Peut-être que tu peux nous expliquer ce que c'est et puis après on parlera un peu des liens forcément avec Ouais, Pirates Labs et puis ce que vous y faites, ce que vous y proposez et pour ceux qui nous écoutent et qui pourraient être intéressés, comment carrément. on fait pour s'y investir, quoi. Alors, la Blockchain Business School, c'est un organisme de formation, Mhm. donc une école. Maintenant, un organisme de formation, donc c'est certifié par l'État. Du coup, quel genre de certification est-ce qu'on délivre? On délivre différents bootcamps de 3 mois qui sont professionnalisants Ok. ou sur des sujets d'expertise, un peu sur le même modèle que le wagon. J'aimais beaucoup le wagon, il y avait un très bon ADN, Mhm. et on a refait un petit peu le wagon, mais là où le wagon est plutôt autour de la data, nous on a fait un truc autour de la blockchain. Donc tu as des bootcamps de 3 mois de product management et des bootcamps de 3 mois de ce que j'appelle tech lead. Ok. L'idée, c'était de créer des bootcamps qui soient assez généralistes. Parce que quand tu fais du product management, en fait, tu peux aussi être product owner et être avec les devs, ou faire du product management et être en face des clients, Mhm. mais tu peux aussi faire un peu du UX, et donc du coup, ou de la gestion de projet, ou tu peux devenir un peu consultant Ouais, parce que tu es ouais. un peu transversal. Ok. Donc tu vois, on a essayé de créer un programme qui avait plusieurs débouchés. Ouais. Pareil sur la partie tech lead. On s'est dit, en fait, apprendre le Solidity, les devs, tous les 3 mois, ils apprennent un nouveau langage. Parce qu'il y a une nouvelle trend technologique, parce qu'il y a un nouveau langage qui résout tel ou tel problème, Mhm. parce qu'il y a une mise à jour du langage, Vue.js, il y a eu 1, 2, 3, et donc du coup, il y a des trucs qui changent. Donc, en fait, créer un programme de développeur Solidity, ça faisait pas très sens pour moi. Par contre, ce que je remarquais être le besoin quand tu développais un produit, c'est que très souvent, tu fragmentes trop ton équipe. Tu as un mec back-end, un mec front-end, un mec ops, un mec smart contract. Et donc, du coup, ces mecs-là visualisent pas trop les contraintes, tout ce que font les autres. Mhm. Donc, en fait, moi, je suis encore une fois plutôt d'avis de former des devs généralistes, full stack, blockchain, Ouais. pour qu'ils comprennent les ramifications entre ces différentes couches qui doivent en fait travailler en osmose pour que la plateforme marche. Ouais, trop fractionné, c'est trop fractionné. Donc, Exactement. Donc ok. ça crée des problèmes de communication, etc. Mhm. Et voilà. Et puis après, donc ça c'est les deux gros programmes. Alors, on a aussi des programmes, des masters en alternance, mais c'est un peu la même chose. Je vais rester Ouais, sur les ouais. bootcamps. Ouais. L'idée c'est de dire, en fait, ces deux bootcamps, ils sont pas indépendants. Sur les 3 mois, tu as un mois de tronc commun, un mois où ils sont séparés, et puis après un mois de projet où ils se retrouvent. Ok. Donc ça permet aussi de créer de la complémentarité, plus de porosité entre ces différents profils, parce que, encore une fois, ce qui ralentit le plus le développement d'un produit, c'est les erreurs de communication. Les erreurs de communication, c'est par exemple, un mec business et un mec tech ne vont pas utiliser le même mot pour parler de la même chose. Donc du coup, il faut qu'ils passent du temps ensemble pour faire ces erreurs et pour que le moment venu où c'est vraiment important, on fait moins de ces erreurs, on comprend les contraintes des autres, on comprend qu'est-ce qui peut bloquer et faire perdre du temps à tout le monde. Et du coup, ça permet, tu vois, de moins limiter l'exaspération. Parce que souvent, les gens, tu vois, ils parlent, pensent qu'ils sont compris, Ouais. euh, mais en fait, c'était pas clair. Ouais, ouais, je vois, ouais. Et ça, ça crée de la frustration au sein de l'équipe, des retards, des gens à fleur de peau, du coup, tu vois, qui peuvent s'engueuler. Et du coup, c'est pas bénéfique pour le projet dans son ensemble. Donc voilà, on a voulu, je récapitule, créer des formations généralistes qui donnent différents débouchés, Mhm. avec une certaine porosité entre les programmes pour que les profils puissent se mélanger. Ok. Non, non, très cool. Donc voilà un petit peu la vision de la BBS. Et pourquoi on a appelé la Blockchain Business School, ça c'est très important. C'est qu'en fait, comme dans des business schools, les profs sont pas des théoriciens. C'est des gens Mhm. de l'industrie qui viennent te parler de leur domaine d'expertise. Mhm. Et donc il y a genre, je sais pas, 26 modules ou 25 modules de 4 à 6 heures qui sont faits par différents profs. Euh, et donc tu as des gens de boîtes de conseil qui viennent donner des modules sur la gestion de projet. Tu as des gens du juridique qui viennent donner des modules sur les aspects juridiques. Et puis après,
tout le programme est jalonné de masterclass, qui sont un petit peu ces cours d'une heure qu'on fait en physique Mhm. ou en visio, et où là, c'est des trucs plus spécialisés, du genre, il y a un mec d'Ubisoft qui vient expliquer comment on crée un gaming studio, qui on emploie dans un gaming studio, euh, la directrice juridique de Sorar qui vient expliquer l'importance d'une stratégie juridique dans ton go-to-market, tu vois. Donc Sorar, il y a cette ambivalence avec la réglementation. Du coup, bah, ils en font un instrument pour sécuriser ce truc et être limite l'acteur de référence. Ouais, ouais. Donc voilà, toujours beaucoup de transversalité dans la pédagogie qu'on essaye d'apporter à la Blockchain Business School. Ok, non mais écoute, c'est très clair. En termes de tarifs peut-être, pour parler gros souffle, Ouais, combien ça coûte d'intégrer la Blockchain Business ça School sur coûte, ces ça coûte 4 000 thématiques-là? euros le bootcamp de 3 mois. Ok, Mais comme on est un organisme de formation, c'est des formations qui peuvent faire l'objet de financement. ok. Donc tu peux avoir ce qu'on appelle l'OPCO de ta boîte qui te le paye. Mhm. Tu peux avoir ton propre CPF où tu utilises des crédits pour le payer. Ouais, Donc en réalité, il y a très peu de gens qui payent plus de un quart ou un tiers de la formation de leur poche. ok, ok. Et Et vous êtes... elle est évidemment certifiante, comme je le disais. Ouais, Donc c'est quelque chose qu'on peut faire valoir auprès d'un employeur. Et il y avait un dernier point, en fait, juste pour expliquer BBS dans le contexte de Pirates. ouais, ouais, Donc, bien sûr, donc bah, Pirates, j'allais y venir, mais vas-y, vas-y. donc Pirates, on essaye de créer un écosystème. Ok. Cet écosystème, il faut du soutien aux entrepreneurs pour qu'ils fassent moins d'erreurs. Mhm. Il faut du financement pour qu'ils puissent avancer plus vite. Mais une fois qu'ils grandissent, et moi je l'ai vu parce qu'à un moment, on a emmené Dogami à quasiment 50 employés, Ouais. bah, il faut trouver des talents Et pour donc, tu es ta en train de boîte. constituer ton propre vivier pour ton écosystème que tu développes. Alors, oui, mais ça, c'est la conséquence. Ouais, La cause, c'est que bah, quand ces boîtes ont grandi et qu'on n'avait pas d'école, bah, du coup, il faut payer des chasseurs de tête pour trouver des mecs. ouais. Et en fait, ça, j'avais l'impression de me faire écorcher vif, de me dire, je lève de l'argent auprès d'investisseurs pour le donner à des chasseurs de tête. Et ça, genre, ça computait pas dans ma tête. Mhm. Mais quand t'embauches, je sais pas, 25 personnes en un an, bah, t'en dépenses des fils en chasse de tête, tu Ouais, vois. ouais, ouais. Et du coup, bah, je me suis dit, il faut qu'on fasse d'une pierre deux coups. Un, qu'on ait cette école pour pouvoir sourcer les talents, comme tu l'as très bien dit. Mais deux, qu'on utilise cette école pour que, bah, pendant leur période de préavis, ils peuvent aller se former, avoir les clés, pour que quand ils arrivent, on va dire, ils atteignent une vitesse de croisière assez rapidement. Parce que tu vois, quand tu embauches quelqu'un qui a 2 à 3 mois de préavis, puis après le temps qu'ils viennent, qu'ils se remettent dans le bain, il se passe 2 à 3 mois en vrai, Mhm. en 6 mois, c'est une année-lumière dans le Web3. Ouais, ouais, Tu c'est vois ce vrai. que je veux dire? Ouais, ouais. Donc en fait, il faut que les mecs, ils arrivent et qu'ils soient opérationnels. Donc, donc on l'utilise aussi pour envoyer les gens pendant leur période de préavis, se former, Mhm. histoire que quand ils arrivent dans la boîte, ils comprennent tout de suite les gens de l'écosystème, ils ont déjà rencontré les personnes, et ça crée plus de cohésion rapidement. Ok, non, non. Et alors sur ces liens justement entre Pirate Labs et BBS, donc là c'est moi qui me rappelle plus, mais tu vas me dire, donc les 3 millions d'euros levés, c'était pour BBS Non, on ou avait c'était... levé 2 millions d'euros sur Pirates Lab. Voilà, ouais. En fait, on avait mis un petit peu d'argent au début avec les associés, enfin avec Thomas, on- mon cofondateur. Mhm. Puis on était assez rapidement rentable parce que bah, Dogami a très bien marché. Je te Ouais, parlais de ouais. l'autre exchange décentralisé sur Tezos qui a assez bien marché. Mais après, quand tu prends 1000 mètres carrés de locaux, que tu commences à paralléliser les projets, que tu commences à créer une business unit DeFi, une business unit marketing, une business unit HR, bah, on a voulu profiter de la traction qu'avait Dogami. Et comme on est un des gros actionnaires de Dogami, bah, du coup, ça fait que la valeur de Pirate, c'est importante, Mhm. pour pouvoir récupérer des investissements et être encore plus agressif. Continuer d'investir, mettre des plus gros tickets. Ouais, Et c'est pour ça qu'on a levé 2 millions d'euros qu'avec Pirates, du coup en 2021. Et depuis, on n'a pas à relever. ok, non, non, très clair. Et question peut-être plus perso, quand on est, là tu disais, tu parallélises, mais en définitive, on va dire, bon, c'est la boîte, mais aussi par extension du coup toi, vous êtes sur beaucoup de projets en même temps. À titre perso, comment tu fais pour Comment je être, pisse mon temps? tu vois, ouais, être contributeur actif dans, entre guillemets,
autant d'aventures entrepreneuriales, quoi. Bah, alors, encore une fois, souvent les gens ils me confondent moi avec Pirates. Comme je te disais, il y Ouais. a 15 personnes dans Pirates. Ouda, pour ceux qui ont rencontré Ouda, elle est incroyable. Payao, elle est incroyable. Alex, il est incroyable. Thomas, mon associé, je veux dire, il n'y a pas un tech plus fort que lui à Paris, mais j'en suis convaincu. Et donc, tu vois, c'est aussi que quand on est sur plein de trucs, mais on se répartit aussi les tâches. Ouais. Et on se fait confiance. Je dis souvent, je vois Pirates un peu comme un cabinet d'avocats ou, tu vois, Deloitte. C'est-à-dire qu'en fait, on est des partners dans un Mhm. partnership et on se crée de la valeur pour ce pot mutuel. Ouais. Et forcément, bah, des fois, tu as plus de clients que ton voisin et des fois, c'est l'inverse. Mais le fait d'être associé, ça nous lisse tous. Donc, c'est vraiment ça la philosophie des gens qui travaillent chez Pirates. Ensuite, moi, personnellement, je passe en général 50% de mon temps sur un projet Mhm. où je suis un peu le CTO as a service. Ouais. Et en fait, mon rôle, il est au-delà juste de la technique. Évidemment, je suis les équipes techniques, je définis les priorités, mais euh, j'interagis aussi avec le fondateur de manière plus générale pour dire, bah, en fait, là, on devrait faire ci, là, on devrait faire ça, là, on devrait déprioriser ça. Là, c'est ligne rouge sur ce truc, si on n'a pas le contrat d'ici la fin de la semaine. Donc, j'ai un rôle de cofondateur et de CTO au rôle à proprement parler. Mhm. Donc ça, c'est 50%. En général, c'est dans le projet qui rapporte 50% de CA et qui prend 50% des ressources de Pirates. Il y a Ouais, bien toujours sûr. Ouais, un ouais. gros projet sur lequel on est. Tu vois, au début, c'était Dogami. Mhm. Ensuite, il y a eu beaucoup Interstellar. Ensuite, là, c'est Jokies. Donc, il y a toujours 50% de mon temps qui est dédié à un projet. Ensuite, sur les 50% restants, je dirais qu'il y a 30% de mon temps qui est dédié à 3-4 autres projets qui ont des besoins. Exemple, là, Bubble Map va bientôt lever, Mhm. donc je les aide à bien se préparer, que ce soit leur deck, la manière dont ils pitchent, le sens de leur token, le calibrage de leur tokenomics, pour Tout à fait, respecter les ouais. standards de marché des investisseurs, etc., au niveau des market cap, au listing, à la private, etc. Mhm. Et donc ça, c'est un exemple. Ouais, 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 Il peut bien y en sûr. avoir un autre. Tu vois, sur Interstellar, il y a un moment d'accélération et du coup, il faut que j'aille sur le terrain avec eux pour signer le plus de vignobles possible. Donc, tu vois, il y a un Ouais, aspect un peu commercial. ouais. Donc en fait, moi, je suis un peu le caméléon sur ces 30% où bah, je fais ce dont les boîtes ont besoin et où il n'y a personne d'autre pour le faire. Et vous suivez une thèse d'investissement en particulier sur les boîtes dans lesquelles vous rentrez, que vous montez, ou en fait non, ce qui est complètement Non, parce possible qu'en aussi. fait, alors, des investissements particuliers, je sais pas. Je t'explique comment on réfléchit. Ouais. Le point, c'est que, bah, en fait, tu peux pas forcer quelqu'un à faire une boîte. Donc, il faut que, comme je disais tout à l'heure, quand on trouve un fondateur, il faut qu'il ait envie de faire cette boîte, que limite, ils, ils se disent, c'est aussi, c'est mon idée, tu vois. Ouais, ouais, bien sûr. Ok. Donc, donc tu vois, je ne peux pas contraindre en plus les sujets. C'est plutôt genre, s'il y a vraiment un alignement entre le projet et les personnes, du coup, donc ça c'est la première condition nécessaire, mais pas suffisante. Ouais, ouais. Bah, du coup, je me demande, est-ce qu'on a les ressources dans Pirates pour pouvoir l'aider à atteindre cette prochaine étape? Mhm. Et, ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est si, si cette boîte rentre dans Pirates, avec combien d'autres boîtes de Pirates elle peut travailler? Et si elle peut bosser au moins avec deux autres boîtes, et que globalement on a un peu les ressources, on y va. Ok. Parce que voilà, encore une fois, notre dénominateur commun, c'est l'esprit entrepreneurial, c'est de hacker des problèmes. Et, et en fait, le founder, c'est lui qui ramène l'expertise. Tu veux faire un truc dans l'assurance ou un truc dans l'IMO, bon, le founder's market fit, c'est le truc le plus important. Donc c'est lui qui doit ramener l'expertise. Ouais, ouais. Nous, on est un peu les gens agiles qui peuvent, tu vois, changer de casquette, s'imprégner de leurs connaissances, challenger ce qu'ils disent. Tu sais, des Mhm. fois, tu n'as pas besoin d'être expert, il y a des trucs, tu les entends, ça fait pas sens, quoi. Donc tu dis, attends, désolé, j'ai pas compris, donc Ouais, 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 réexplique. complètement. Et si tu n'es pas capable de les réexpliquer, c'est qu'il y a un problème. Donc déjà, tu vois, en challengeant bien, on peut
remettre quelqu'un sur le droit chemin parce qu'on est là pour le challenger, quoi. Ouais, ouais, ouais. Euh, comment tu vois... quelle était ma prochaine question? Pardon, j'ai un petit bug. Ma prochaine question, c'était sur... comment tu vois l'écosystème à l'heure actuelle, vraiment sur ce côté entrepreneurial? Tu vois, j'imagine que tu as beaucoup de monde qui, quand je dis vient te voir, en tout cas qui vient vous voir pour être soutenu, etc. À l'heure actuelle, on est comment en termes de porteurs de projets? Notamment grâce à des boîtes comme Pirates. Il y en a quelques-unes autres en France. Bah, déjà, je trouve que ça se structure un peu plus. Ouais. En fait, je me souviens, en 2018-2019, tout le monde était vraiment trop naïf. On pensait tous qu'on était en train de réinventer la roue, tu vois. Ouais. Sauf que, encore une fois, il y a une différence entre créer un produit et monter une boîte, tu vois. Et en fait, souvent, c'est comme l'exemple de la digitalisation, tu vois, du registre. Tu sais, Mhm. bah, donc, on a digitalisé un registre avec une blockchain. En vrai, c'est super simple. C'est un espèce de smart contract, de token. Ouais, Tu vois. ouais. Mm. Euh, Mais en fait, ça suffit pas comme proposition de valeur pour faire payer des gens. Oui, Donc, comme tu dis, c'est simple en définitive. Donc, toi, mais quelqu'un d'autre aurait pu le faire. oui, de créer un registre Ouais. digitalisé. Mhm. Mais en fait, t'as pas créé le produit pour lequel les gens vont payer. Ouais. Et donc, on était tous naïfs. On disait tous, ah bah tiens, on va faire de la blockchain, on va digitaliser des diplômes. Euh, mais tu vois, en fait, ok, tu digitalises le diplôme, mais à quoi ça sert après? Juste digitaliser le diplôme, bon, bah, tu vois, entre guillemets, tu l'as en PDF. Mais là, aujourd'hui, avec la vague de ce qu'on appelle les verifiable credentials, bah, en fait, ce qui est intéressant dans la digitalisation d'un diplôme, c'est de pouvoir prouver une compétence, un master donné. Donc, encore une fois, il faut le bon produit, le bon business model et la bonne manière de le présenter. Ouais, ouais. Et donc, bon, déjà, donc je trouve qu'il y a beaucoup moins de naïveté là-dessus au fur et à mesure, parce que voilà, il y a eu 2 cycles. Euh, les gens ont bien compris que c'est pas parce que tu mets blockchain dans ton pitch que tu vas réussir. Et donc, du coup, maintenant, les gens sont quand même un peu plus critiques envers eux-mêmes et les projets qu'on voit au stade origination Ouais. sont un peu mieux pensés. Est-ce que tu dirais que pour quelqu'un qui nous écoute aujourd'hui et qui se dirait j'aimerais soit bifurquer pour vraiment venir bosser dans le Web3, soit justement apprendre des compétences que j'ai pas pour pouvoir avoir cette pensée un peu globale Mm. et m'intégrer dans des équipes, est-ce que le moment est bien choisi ou en tout cas mieux choisi aujourd'hui justement qu'avant? Ah oui, clairement, à plusieurs égards. Déjà, je pense que il y a de moins en moins de volatilité sur le marché parce qu'il y a de plus en plus de liquidité. Mhm. Donc déjà, on aura moins des moins 50% d'un jour à l'autre. Euh, il y a plus d'adoption. Le rapport à Adan, KPMG, là, qui est sorti la semaine dernière ou cette semaine, euh, dit qu'il y a une augmentation de 28% du nombre de détenteurs de crypto-monnaies en France. Mhm. Donc, tu vois, c'est plein de signaux positifs qui font que bah, c'est dédiabolisé. Il y a de plus en plus de gens qui détiennent ces cryptos. C'est institutionnalisé au sens de il y a assez de liquidités pour éviter Mhm. des grosses variations de marché qui sont très stressantes. Et donc, voilà. Après, la vérité, on va pas se mentir, c'est qu'il n'y a pas encore beaucoup de, de vrais use cases qui sont rentrés dans la vie des gens, tu vois. Ouais. Ça manque. Ouais, ouais, c'est vrai, tout à Même fait, des ouais. joueurs de Sora, il n'y en a pas tant que ça, il y en a peut-être 200 000, tu vois. C'est pas non plus. Tu vois, les gros jeux vidéo, ils se comptent en dizaines, plusieurs millions Ouais, 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 on n'est d'utilisateurs. pas. Ouais, ouais. La DeFi, c'est peut-être le use case le plus adopté. Mhm. Mais voilà, mais après, il faut du temps. J'aime bien reprendre un autre exemple. Par exemple, Billy, une des boîtes de Ouais, pirates fondée ouais, ouais. par Étienne et Robin, C'est des les tickets personnes NFT, c'est incroyables. ça? Exactement. Ouais. Mais alors, oui et non, justement, c'est là où je veux en venir. C'est que, en effet, quand tu veux digitaliser un ticket sous forme de NFT,
pour qu'il soit unique et que tu puisses pas le vendre 2 fois sur le marché secondaire, sur le papier, ça fait sens. Maintenant, une fois que tu as fait ça, est-ce que des gens veulent vraiment acheter ce service-là? Tu vois, ils vont me dire, est-ce que le fait qu'il y ait des wallets et que ce soit de la crypto, aussi bien que ce soit abstrait, apporte une proposition de valeur suffisante pour que je change le prestat que j'utilise depuis 10 ans? Ouais. Tu vois? Tu reviens toujours à ça. Et en fait, la définitive, question, ouais. c'est non. On l'a bien vu avec Billy. C'est pas parce que tu as NFTisé tes tickets pour qu'il n'y ait pas de fraude sur le marché secondaire que les gens ont envie de payer. Il y a des gens, ils s'en foutent de ce qui se passe sur le marché secondaire. Au contraire, tu vois, limite, ça les arrange parce que ça crée plus de FOMO, ça garantit la vente des tickets, etc. Donc en fait, ce n'était pas une proposition de valeur suffisante pour les faire payer. Et donc c'est pour ça que je vous dis, construire un produit et construire une boîte avec un business model périn, c'est 2 choses différentes. Où est-ce que Billy a eu sa killer feature? Parce qu'il te faut une killer feature pour avoir un product market fit. Un truc qui s'explique trop bien, que les gens comprennent et qu'ils ont envie de signer. C'est ce qu'ils appellent le bundle. Le bundle, c'est quoi? C'est que dans ton funnel pour acheter ton ticket, il y a une étape supplémentaire où tu passes un peu par le e-shop de l'artiste qui organise l'event ou qui va se produire l'event pour pouvoir acheter son CD, son merch, son mug, whatever. Ouais. Et en fait, ils ont fait ça et ils ont démontré que sur les artistes où ils ont fait ça, ils ont augmenté les ventes sur le e-shop de 30%. Et tu vois, ça, c'est méga concret au sens économique. C'est méga concret parce que ça n'a rien à voir aussi avec la blockchain. Ouais, complètement. C'est un cas d'usage et une efficacité qui n'a rien à voir avec l'infra. Ouais, c'est exactement. Cool, ouais. Et donc, tu vois, pour hacker ton business model, il faut une offre commerciale pour laquelle les gens ont envie de signer. Donc, tu vois, ton business model, c'est comment tu vas les faire payer, la formule. L'offre commerciale, c'est qu'est-ce qui va les incentiver à payer. Ouais. Forcément, entre un mec qui a une solution qui leur augmente leur vente sur leur e-shop de 30% et un autre qui ne le fait pas, là, il y a une vraie incentive à aller sur la nouvelle solution. Ouais, tout à fait. Ouais. Et ça n'a, encore une fois, ça n'a rien à voir avec la blockchain. Donc, il faut vraiment, ok, la blockchain apporte une proposition de valeur, mais souvent, ce n'est pas celle qui fait payer. Et il faut la combiner avec d'autres choses pour que l'offre commerciale fasse sens. Et comment tu vois, alors je pourrais rebondir, on va rebondir sur la question des NFT déjà, parce que voilà, Dogami à la base, il y avait les NFT, tu as pas mal mentionné Sorare, pareil, qui est une belle illustration de ce qu'on peut faire avec des NFT, mais en même temps, de mémoire, sans être utilisateur de Sorare, la plupart des choses sont complètement abstraites, on n'a pas à s'en préoccuper quand on utilise la plateforme. Ouais. Et là, l'exemple de Billy, comment tu vois l'évolution des use cases NFT on va dire dans les prochains mois, on ne va pas se projeter en années, parce que comme tu l'as si bien dit, les cryptos, les mois sont des années. Comment tu vois évoluer ça en termes de recherche de use case réels, efficaces, qui parlent aux gens et pas en mode si j'allais sur tel ZKEVM parce que tu as vu exceptionnel, alors que ça, la plupart des gens s'en fichent à peu près, tu vois. Donc, à ton avis, comment ça va évoluer NFT, mais même et plus, tu vois, en termes de cas d'usage, de cette recherche du cas d'usage vraiment impactant? Ouais, je sais pas trop. Déjà, la première chose, et tu vois, je reprends par exemple Louis de Bonnecaze, le CEO de Interstellar, quand il fait des présentations et que je le vois, c'est qu'il arrête pas, quand il parle, il n'arrête pas de dire ouais, on vend des NFT. Non, tu vends pas des NFT. Tu vends des bouteilles où tu as associé un passeport digital de cette bouteille. Donc, appelle-le un passeport digital. Billy, pareil, on fait l'exercice de c'est pas des NFT, c'est des tickets. Donc déjà, ça passe dans la sémantique de dis ce que tu fais vraiment. Je crois que c'était Reddit qui a sorti ces NFT, qui les a pas du tout appelés NFT, mais des digital collectibles, parce qu'en en fait, on n'a pas besoin effectivement de se mettre derrière ce terme. Exactement. Tout à fait. Et puis c'est trop vague, et puis c'est trop clivant. Tu vois, les gens, quand ils entendent NFT, ils voient des singes. Ah ouais, complètement, ouais. C'est pas ce que tu as envie de transmettre, tu vois. Donc, Bored Apes, ils sont fascinants, et il y a une vraie innovation juridique à ce qu'ils ont fait avec leur NFT.
Mais 99,9% des gens ne comprennent pas ce qu'ils ont fait et ils voient juste des singes qui valent 200K. Non, non, mais complètement. Ouais, ouais. Donc, ça passe par la sémantique. Deuxièmement, c'est ce qu'on essaie de faire aussi avec Pirates, hein. C'est expérimenter le plus de use cases possible. J'aime bien, les gens me chambrent un peu, parce que sur BFM, une fois, j'ai dit, il faut un tsunami d'applications. Mais c'est vraiment ça. Il faut un tsunami d'applications pour que, déjà, ça se normalise, Ouais. et qu'il n'y en ait pas 1 sur 100, et que du coup, tu es un outlier. Il faut que ça se normalise. Non, et donc, j'ai tsunami d'applications pour que ça se normalise, mais tsunami d'applications pour pouvoir expérimenter différents trucs. Mhm. Donc nous, par exemple, chez Pirates, on a pris une marketplace et on l'a dérivée avec tout ce qu'on pouvait faire. Ça a donné Interstellar dans le vin et les spiritueux, Billy dans le ticketing, Bolero dans les songshares, Ouais. dans l'IP musical, et ainsi de suite. Donc il y a aussi cette capacité de notre côté de dire comment est-ce qu'on peut rendre le plus reproductible nos use cases pour pouvoir expérimenter des sujets assez proches des précédents. Donc ça, il n'en tient qu'à nous de faire plein de projets pour essayer de définir ce qui marche pas, et d'aller chercher ce qui a vraiment du sens. Comme je disais avec Billy, on a mis quasiment 2 ans entre le NFT ticketing pour résoudre les fraudes sur le marché secondaire, alors qu'en fait, les gens, ils sont intéressés par le bundle, Mhm. et juste la cerise sur le gâteau, c'est qu'on ne peut pas frauder avec nos tickets. Mais les gens, ils payent d'abord pour ce bundle. Ouais, ouais, non, non, tout à fait. Euh, Peut-être pour revenir un peu sur la BBS, là, voilà, quelqu'un qui nous écoute et qui se dit, toi, tout ce dont tu parles, cette idée d'être assez transversal, cette idée de pas s'intégrer dans la crypto, ou de chercher à s'y lancer pour le délire du jeton et de la valeur qui n'existe pas vraiment, ou pour les singes qui vont valoir 200K Mm. ou 2M, mais vraiment sur des applis, on va dire, réelles. Là, voilà, quelqu'un nous écoute et se dit, ouais, du coup, ça m'intéresse, tu vois. Comment il fait pour vous rejoindre? Est-ce que c'est juste aller sur votre site, cliquer sur quelque chose? Est-ce que c'est soumettre un dossier? Comment ça fonctionne? Ouais, alors il y a différents canaux, hein. Déjà, on peut nous contacter, les gens de Pirates, Alexandre, moi, Ouda, sur LinkedIn. Ouais. Ensuite, évidemment, sur notre site, il y a différents formulaires d'application en fonction de si tu es un founder tout seul, si tu veux te faire accélérer, etc. Ouais. Et donc ça, en général, alors, ça vienne par nous ou par le formulaire, ça déclenche toujours un process en 3 étapes, Mhm. qui est, première étape, on essaye de quantifier le Founders Market Fit, comme je te disais. Ouais. Le deuxième, on essaie de quantifier le marché adressable par le projet. Le troisième, et à chaque fois, il faut atteindre une note minimum. Ouais, ouais, ok. Ouais, ouais. Donc le premier, Founders Market Fit. Deuxième, Total Addressable Market du projet. Le troisième, c'est le fit entre les founders et nous. Mhm. Et donc là, c'est simple, c'est 2 semaines, 10 templates, on travaille ensemble. Et on se Tu vois repose des comment ça se questions sur le passe. projet, on redéfinit des trucs, on les écrit noir sur blanc, etc. Ouais. Donc tu vois, il y a des templates de treasury management, de deck, de tokenomics, de marketing plan, de game design document si c'est un jeu. Et donc on les remplit ensemble. Et donc là, ça permet de voir si les founders sont réactifs, Mhm. si les founders sont méga rigoureux, si les founders ont une bonne culture du feedback quand tu les challenges. Tu Ouais. vois, un mec qui est trop sûr de lui, c'est red flag. Si tu peux pas lui faire une remarque, et effectivement, j'imagine que ça doit être compliqué de travailler avec au long Je dis cours. pas que j'ai raison, je dis juste, genre, sois au moins réceptif pour se reformuler, se reposer la question et Ouais. on en discute, tu vois. Ouais. Et Donc, comment là-dedans, tu lui laisses quand même de la place pour le grain de folie qui fait que parfois c'est là que tu vas vraiment trouver le founder qui fait une grosse diff? Parce que tous les founders sont pas, j'imagine, hein, complètement, tu vois, tout bien sûr, droit bien comme sûr, bien ça. sûr. Et donc, Non, mais bien sûr. Mais encore une fois, déjà, évidemment, pour que le mec commence un process et qu'on aille au bout, on sent quelque chose. ouais, ouais. Ensuite, dans ces étapes-là, tu vois, quand on travaille avec lui sur le Founders Market Fit, on le découvre. Quand on travaille sur le Total Addressable Market, pareil, on le découvre parce qu'il va nous partager toute la réflexion, le chemin de pensée qu'il a eu pour en arriver jusque-là. Mhm. Puis après, quand tu vas travailler avec lui, c'est le meilleur moment. Tu vois tout de suite si
si le mec il a faim, s'il est carré, s'il a Ouais. envie d'aller loin, d'avancer. Donc voilà. Et donc je te disais Founder Market Fit, Total Addressable Market, on travaille fit entre eux et nous. Et puis après, deal et synergie avec les autres boîtes de pirates pour make sure que 1 et 1 font 11, quoi. Très cool. Non, non, très très cool. Super. Bah écoute, si je te demandais ce qu'il faudrait retenir, tu vois, le truc principal que tu veux que l'auditeur moyen qui nous a écouté aujourd'hui retienne de la conversation qu'on a eue aujourd'hui, le truc le plus impactant pour toi, ce serait quoi? Ah ah. Bah, au sein de Pirates, on essaye de maximiser les synergies entre les différentes personnes qui gravitent autour de cet écosystème, tu vois. Ouais. Que ce soit dans les boîtes entre Pirates ou les programmes d'incubation et la BBS, ou que ce soit entre les boîtes elles-mêmes. Et en fait, ce qu'il faut retenir, c'est que donc, Pirates, c'est maximum de synergie, c'est beaucoup de proximité. On est des Mhm. cofondateurs, on travaille avec vous, on travaille pour vous, on travaille dans la boîte. On n'est pas des advisors, tu vois, de loin. Ouais, 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 bien sûr. Et, et donc voilà, c'est les 2 points les plus importants. Chez nous, on vient trouver de la synergie et on vous venez trouver des vrais soutiens, quel que soit le sujet, comme je disais. Payao en marketing, Alexandre en fundraising, Ouda et Paul en HR et finance. Donc voilà comment je présenterais Pirates, en tout cas notre ADN. Et voilà, et aujourd'hui, on a 31 boîtes en portefeuille. Regardez sur notre site les sociétés, contactez les founders, discutez avec eux. N'hésitez pas à venir chercher de l'info. On fait souvent aussi des événements. Mhm. Sur notre newsletter, sur laquelle on peut s'inscrire sur notre site, tous les Où lundis sont vos matin. bureaux déjà? Ils sont à Levallois-Perret. Ouais, ok. On a ces 1000 mètres carrés de locaux qui sont partagés entre nous et 5-6 boîtes de pirates qui sont encore à taille raisonnable. Mhm. Des boîtes comme Dogami ont déjà leurs propres locaux. Ouais. Et on fait des events chez Pirates ou en ville, hein, d'ailleurs. Donc, juste suivez-nous sur notre newsletter et vous trouverez toutes les infos. Tous les lundis à 8h, on envoie une newsletter. Il y a un peu les news de la semaine, les choses à retenir. Ouais, très cool. Du coup, je précise, bah, comme pour tous les épisodes de podcast, que vous aurez toutes les infos utiles en description, donc à la fois pour Pirates Labs et aussi pour la BBS. Donc comme ça, si vous êtes intéressé, vous pouvez regarder, vous pouvez contacter Bilal et son équipe. Et je précise aussi, parce que je ne l'ai pas fait en début de vidéo, que l'interview d'aujourd'hui est une interview sponsorisée. Bilal, je te remercie beaucoup pour ton temps, c'était super intéressant. Pareil, Et puis merci. à la prochaine pour un suivi de Ouais. tout ça. Au plaisir de faire la même dans un an. Allez, on fait ça.